Voilà, c'est parti. Oui, donc pour faire la synthèse des interventions, c'est vrai qu'il a été dit que l'histoire, ça sert aussi à perpétuer, bon, ça sert à perpétuer une mémoire, à faire reprendre l'histoire là où c'est arrêté, à prendre une revanche, et du coup, ben voilà, amener l'histoire dans le sens où on veut l'amener. Bien, alors, là on est dans la deuxième partie de la conférence avec Simon Lambertsen, à la Vina, histoire et historienne de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et on va passer donc au Moyen-Âge, on quitte l'Antiquité et on passe au Moyen-Âge. Alors, est-ce qu'il y a un historien au Moyen-Âge qu'on considère un peu comme le premier historien médiéval? Bah, pas tout à fait, mais disons que celui que j'ai envie de citer pour notre propos, c'est l'historien berbère, enfin Ibn Khaldun, enfin comme on prononce à la française, mais il faudrait rouler le R, et Ibn Battuta. Disons que les deux semblent les plus grands historiens qu'a produit le Moyen-Âge, enfin la période du Moyen-Âge, parce que eux, c'était pas le Moyen-Âge, pour eux c'était un âge d'or, un âge d'une civilisation islamique, mais à la fois une civilisation méditerranéenne, une civilisation berbère, une civilisation... tu peux dater qui est, alors, du XIVe siècle, voilà, où on a déjà l'idée, à ce moment-là, d'une forme d'histoire universelle, une histoire qui n'a pas de barrière, en fait, ni de langue, voilà, et une tentative cette fois, de mêler vraiment l'idée de la géographie. Géographie, c'est quoi? C'est l'écriture, étymologiquement, l'écriture de la Terre, donc en fait, ça va devenir très rapidement la conscience des rapports qui se nouent dans l'espace. Voilà, et comment tout ça est articulé avec une temporalité qui est en partie héritée aussi des Grecs, mais qui se nourrit d'une forme de toute la culture philosophique, celle en gros, qui avait été attaquée en Europe à ce moment-là, et conservée, et au contraire exaltée Bagdad, Palerme, voilà, dans toutes ces civilisations. Dans ces civilisations. Et donc, Ibn Battuta, par exemple, c'est des voyages, il fait même référence à la Chine, etc. Et Ibn Khaldun, il y a des éléments plus théoriques. Mais, donc ça, pour moi, ça me semble les auteurs très très forts qui, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, on ne les exploite pas assez. Et puis après, vous avez, au niveau de ce qu'on considère être aujourd'hui encore l'Europe occidentale, souvent des gens qui font des annales, qui sont là, qui racontent année après année, qui consignent des faits. Alors après, ils vont être très attaqués en disant mais pourquoi tel fait, c'est une forme d'arbitraire, pas d'autre, bon, on peut concesser leur choix, ou ils font des chroniqueurs, voilà, chronique du règne de, je sais dire n'importe quoi, Jean Ier, voilà. Et tu vas avoir, en fait, ce qu'on a conservé, c'est des vies de rois, enfin, partie. Alors, pour l'époque carolingienne, tu as Éginard, qui est aussi un religieux, qui à après la mort de Charlemagne, c'est en latin, tout ça, compile tout ce qu'il a à sa disposition. On est au 8e siècle. On est au 9e siècle, voilà. Et donc c'est la vie de Charlemagne, mais après, plus tard, tu as la vie de Saint-Louis, voilà. Donc ça, cette fois, il faut essayer de le sanctifier. C'était Louis IX, le roi Louis IX, roi de France, et ça, c'est Joinville, par exemple. Tu as ensuite Joinville. Joinville, voilà. Au XIVe siècle, tu as, parce qu'on appelait après la guerre de 100 ans, des historiens qui commencent du coup à nouer un récit qui va être très utile pour des historiens qui nous sont beaucoup plus contemporains, parce que voilà, on est dans quelque chose qui n'est pas très loin de la chanson de geste. Voilà. Oui, on aurait pu parler d'ailleurs de la chanson de Roland. On parlait de l'épopée tout à l'heure, mais on pourrait parler de la chanson de Roland aussi, par rapport à ça. Donc sur une époque romane. Et d'autres époques aussi ont leur chroniqueur. Sur le Moyen-Âge, je dirais, je terminerai avec ces comines, où ça reste une histoire telle qu'elle nous a été conservée, qui est une histoire, oui, des guerres dynastiques, etc. Et c'est un souci parce que vous avez à ce moment-là d'autres moines, du clergé qui vont par exemple
consigner des événements, des choses, par exemple l'an 1000, assez dramatiques. Il va y avoir, on nous dit qu'il y a des, je sais pas, des calamités naturelles, etc. On se rend compte en fait que ça obéit à une forme de topos, enfin un cliché, sur le millénium, enfin 1000 ans, c'est ça se veut dramatique, etc. Donc tu vas voir aussi les adaptations qui va être faites de chroniqueurs des croisades. On dit aussi dans les évangiles que le diable va être enchaîné pendant 1000 ans. Dans l'Apocalypse, pas dans les évangiles. Voilà. Donc on a un déchaînement, en fait, après l'enchaînement. Donc peut-être que le diable allait être déchaîné autour de l'an 1000, donc c'est la grande peur. Mais c'est ce moment millénariste qui suscite, qui remue beaucoup. Nous c'était le bug de l'an 2000. Oui, voilà, on n'a pas été épargné, bon, à une autre échelle. Alors là, on pourrait citer aussi Bède, dit le Vénérable, qui était, je crois qu'il était d'origine angle, et qui a vécu en Angleterre. C'était aussi un chroniqueur et puis un peu un hagiographe de certains envahisseurs anglo-saxons. Bède le Vénérable dans l'île de Bretagne. Tu as le récit de Édouard le Confesseur, qui est un des premiers rois, au moment de Guillaume. Guillaume le Conquérant. Le Conquérant. D'accord, au XIe siècle. Alors. Qui va servir à des historiens contemporains pour remettre en cause un même récit. Donc là, en l'occurrence, le récit sur le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, va être lu d'une autre manière, non plus comme un énoncé de fait, si vous voulez, mais comme pouvant donner à des indices. Voilà, on va essayer de détecter qu'est-ce que le récit dit et qu'est-ce qu'il ne dit pas, qu'est-ce qu'il masque et en quoi il occulte un parti par rapport à un autre, des classes sociales par rapport à d'autres, etc. Et donc voilà, ça, aujourd'hui, sur l'histoire du Moyen-Âge, ça va devenir un terrain, j'allais dire, de jeu assez intéressant pour les grands médiévistes, mais qui nous sont contemporains, parce qu'ils en ont eu un peu marre d'aligner comme dans une partie de domino les monarques, les dynastes, les dates, mais ils ont essayé de comprendre, de trouver le mode de compréhension, d'explication, et ils étaient obligés de passer par chercher dans les rares, par exemple, terriers qui ont été conservés, parce que beaucoup ont été, dans la Révolution française, c'est saccagé beaucoup dans des actes, dans des cartulaires, ce qu'on appelle cartulaires, dans des sources qui, beaucoup, sont des sources ecclésiastiques, parce que c'est les rares lieux où pouvaient être conservés pendant très longtemps des actes. Et bien, voilà, une histoire, du coup, qui était renouvelée, non pas tant par le découverte de documents nouveaux, mais par un regard sur l'époque, sur la société. Au début du Moyen-Âge, il y a eu les fameux âges sombres en Angleterre, mais de manière générale, il y a eu beaucoup moins d'historiographie pendant plusieurs siècles. Ouais, voilà, c'est par parce rapport à l'époque romaine. Là, il y a ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ceux qui réécrivent un peu l'histoire, qu'on appelle les récentistes, qui disent qu'on a enlevé des siècles, etc. Bon, on ne va pas en parler maintenant, on pourra en parler après. Mais c'est aussi bâti sur le fait qu'il y a eu beaucoup moins d'historiographie qu'à l'époque de l'Empire romain, dans les premiers siècles du Moyen-Âge, même assez longtemps, non ? Elle n'est pas condensée, elle n'a pas un canon à ce moment-là. Parce que le but de l'homme du Moyen-Âge, c'était d'atteindre le salut dans l'éternité. Il ne fallait pas trop s'identifier au monde. Et ça, c'est une réaction par rapport à l'homme de l'Antiquité, où on cherchait à faire l'histoire, à conquérir le monde, etc. Donc l'histoire suit un peu, l'historiographie suit ce désintéressement de la vie mondaine, quelque part, qu'il y a chez les moines. Mais le paradoxe, c'est que c'est justement ces moines qui cultivent leur jardin, mais pour cultiver, ils vont travailler. Ils se mettent eux-mêmes à travailler, alors que normalement, ils faisaient partie d'une noblesse. Enfin, le clergé, c'était la haute, c'était une sorte de sous-partie de la noblesse, qui elle-même, en se mettant à travailler, invalide le fait qu'en tant que noble, devait ne pas toucher des... Oui, mais par rapport à l'historiographie, du coup, on a moins d'historiographie qu'au... Et ouais, mais ça va modifier aussi le type de récit qu'eux-mêmes vont pouvoir, et même le type de documents qu'ils vont produire, qu'ils vont choisir pour affermir ou affirmer cette historiographie. Et donc ça nous amène après au XVe siècle où on crée en fait le Moyen-Âge, la notion même de Moyen-Âge. Ok, avant d'arriver, alors, je me rends compte de quelque chose en t'écoutant. Depuis l'Antiquité, est-ce qu'on peut dire que généralement l'historien, il va un peu entre guillemets cirer les pompes au pouvoir dominant,
faire des dynasties mythiques, des épopées, etc. De manière générale, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, alors, Cicéron, par exemple, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la critique aussi, qui tenait à garder la... Je pense qu'il faut insister quand même qu'il y avait toujours des critiques. Voilà, il y avait toujours des critiques. Voilà. Ouais, ça n'existe pas, l'histoire acritique. Voilà. Mais ce que je voulais introduire, c'est du coup un historien comme Geoffroy de Monmouth, qui est un Gallois, XIIe siècle, hein, Historia Regum Britanniae, histoire des rois de Bretagne, qui introduit l'idée que le roi Arthur, après sa défaite contre les Saxons, a été transporté en Avalon pour se faire soigner. Et du coup, cette histoire des rois de Bretagne, elle va alimenter toute l'idée d'un retour du roi Arthur, puisqu'il ne serait pas mort. Et ça a eu beaucoup d'importance, parce qu'à la même époque, un peu plus tard, il y a eu les prophéties de Merlin, qui ont un peu suivi ça. Et du coup, là, on voit comment cette histoire-là, avec l'idée du réveil du roi Arthur, a continué à nourrir l'espérance des Celtes de renverser le pouvoir des Anglo-Saxons et de voir ce roi celte ressusciter pour chasser les Saxons de l'île de Bretagne. Voilà, donc là c'est un petit peu une exception, je trouve. Mais ce qui m'amuse et m'intéresse à la fois dans l'histoire, là, dans l'histoire du roi Arthur, c'est que tu as l'équivalent exact chez, par exemple, Barberousse. Voilà. Oui. Et c'est le roi qui est dans la montagne et qui va se réveiller, qu'en fait qui n'est pas mort, il est quelque part. C'est le Christ aussi, c'est beaucoup comme ça de libérateurs. Quoi, donc c'est une idée finalement de continuité de l'histoire. Non, l'histoire ne s'arrête pas avec le décès d'une personne, mais quelque part. Ouais. Et tout ça, ça va être, si tu veux, la matrice même de ce qu'on appelait les deux corps du roi. J'ai vu que d'ailleurs c'est hérédité en poche, donc je conseille à tout le monde de l'acheter, ça doit être pas cher maintenant. C'est Ernest Kantorowicz, qui est un des plus grands historiens, un très conservateur, mais un des grands historiens médiéviste du XXe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle donc les deux corps du roi, qui montre que le roi, c'est l'idée que le roi ne meurt jamais, et même quand il meurt, avant que son successeur soit couronné, sacré, etc., on va promener un mannequin, on va faire semblant, on va faire croire, alors que personne n'est dupe, hein, et, on fait croire que en fait, c'est le symbole qui est important. Donc c'est pas la personnalité, ce que peut faire le roi en tant que tel, mais c'est bien le symbole du pouvoir qui doit être à jamais préservé. Ouais, ça c'est des choses très profondes effectivement dans la conscience collective. Hein. C'est des systèmes religieux au départ, c'est ça. le principe du millénarisme. C'est le roi prêtre, voilà. Tu peux carrément remonter à savant l'Apocalypse si tu veux, de la même façon que au début de l'Église, à partir du 3e, 4e siècle, sont nées certaines prophéties millénaristes qui ont amené à penser que justement à ce moment-là, tu as, comme dans l'Apocalypse, le diable enchaîné pour 1000 ans. Donc 1000 ans plus tard, ça devait arriver. Eh bien, les moines, des choses comme ça, ont calculé, c'est pas seulement à l'an 1000 qu'ils ont cru à la fin du monde, c'est un peu après, mais au 12e, 13e siècle. Et quand arrive les grandes pestes du 14e siècle, l'Église y voit une fin du monde. Voilà. Et oui, mais c'est le contrôle des fins dernières. Enfin, c'est le contrôle des fins dernières. Voilà. Mais après, comme plus tard, tu vas arriver à la Réforme avec Luther, au 15e, au 16e siècle, d'autres protestants vont arriver, ils vont relancer une autre interprétation de l'Apocalypse de Saint Jean, et là, eux, comme dans certaines églises protestantes qui existent encore aux États-Unis, qui t'affirment qu'il y aura une fin du monde en 2500 parce que mais c'est pour ça que c'est l'intérêt de relier après Luther, tu vois. Histoire et mystique, quelque part, et histoire et prophétie. Voilà. De toute façon, il n'y a pas une seule génération qui n'a pas cru être la dernière, enfin, individuellement ou collectivement. Même dans les évangiles, le Christ dit « cette génération ne mourra pas avant que ces choses se soient réalisées ». Bien, ok, eh bien on va terminer cette